LD. La prochaine activité est le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique. La Sénat est à pied d'œuvre pour qu'il ait nécessairement lieu. Passons à présent à cette investiture. Les candidats du Bloc républicain ont officiellement présenté et investi ce samedi devant les membres du bureau politique du parti. Les candidats ont pris l'engagement de défendre les couleurs du BR aux prochaines élections législatives. Le parti dirigé par Abdoulaye Biotchane veut être le plus grand parti du Bénin. Plus de précisions avec Ricardo Loïc-Pekou et Bruno Rotepo. À l'unisson, ils prennent l'engagement de défendre les couleurs du parti Bloc républicain. 218 candidats sont en lice dans les 24 circonscriptions électorales et le mot d'ordre est clair. Notre objectif désormais est celui de la victoire finale, celle qui érigera le Bloc républicain au rang du parti majoritaire à l'Assemblée nationale au terme du scrutin du 8 janvier 2023. C'est-à-dire que nous voulons le 8 janvier célébrer le fait que nous serons à cette date le plus grand parti du Bénin. Désormais investis, les candidats de la liste BR peuvent compter sur le soutien de tous les membres du parti, même ceux qui n'ont pas été positionnés ou reconduits pour défendre leur siège. Aux camarades qui ne sont pas sur la liste, je veux ici et devant tous dire qu'ils n'ont pas démérité. À ceux qui ne sont pas satisfaits de leur positionnement sur les listes, je veux aussi dire qu'ils méritent certainement mieux. J'en suis conscient et c'est cette seule conscience de votre valeur pour notre parti qui est déjà pour nous et pour vous aussi une victoire. Et je veux dire ici solennellement que le parti saura se souvenir de votre engagement, de votre esprit de sacrifice et de votre discipline pour soutenir le groupe. Certificat d'investiture en main, les candidats du Bloc républicain se donnent les moyens de leur ambition. En la direction de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement continuent leur balai à l'Assemblée nationale pour la validation de leur budget au titre de 2023. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, il est évalué à 168 milliards. Salman Karimou entend poursuivre les réformes en cours dans le secteur. Les détails avec Firmin Bassao. L'année 2023 au ministère des Enseignements maternels et primaires va consacrer entre autres la poursuite des réformes à travers la mise en œuvre du PAG 2021-2026. Fondamentalement, on peut retenir que le budget du ministère de l'Enseignement maternel et primaire pour le compte de l'année 2023 n'a pas échappé à la règle en ce qui concerne la couverture de tous les programmes qui sous-tendent le secteur de l'éducation, à savoir le pilotage et les services, ensuite l'accès, l'équité et la rétention, et le programme essentiel qui concerne le gouvernement entier aujourd'hui, c'est la qualité de l'éducation. Le budget est élaboré selon 3 programmes qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'éducation, mais aussi des conditions de vie et de travail des enseignants. Donc c'est un budget, je dirais, hautement social par rapport aux ambitions de l'État, par rapport aux objectifs à atteindre par le gouvernement. Les honorables députés ont salué les efforts fournis par le gouvernement parce que d'année en année, le budget du sous-secteur augmente. Tout ça là, c'est mis en place pour que notre école, l'école béninoise qui a commencé par donner confiance à tout le monde depuis plusieurs années, puisse l'être encore pendant longtemps. Le ministre Salman Karimou annonce par ailleurs la construction de nouvelles infrastructures scolaires par le biais des ressources transférées aux collectivités territoriales. Et ce balai qui se poursuit avec le ministre Jean-Michel Abimbola qui s'est également prêté à l'exercice. Pour 2023, il prévoit pour son département ministériel le même budget que celui de 2022. Écoutons le ministre de la Culture. Le budget du ministère est stable, puisque nous ne connaissons qu'une baisse de 0,39%. Le budget est de 48 milliards
409 millions. Il faut retenir que dans ce budget, nous avons la grande masse, à peu près 85%, qui concerne le budget d'investissement. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce secteur pour structurer notre économie. Les investissements se poursuivent sur les projets majeurs que vous connaissez, que j'ai l'habitude de citer, à savoir les projets en commençant par le nord de notre pays, au niveau de la Pendjari, les projets au niveau de Niki, les projets au niveau d'Abomey, les projets au niveau de Ouida, les projets au niveau de Cotonou, l'ensemble des infrastructures muséales qui sont en train d'arriver, le dispositif pour la mise en tourisme d'un certain nombre de sites et de communes dans notre pays, mais également en ce qui concerne la culture et les arts, le développement du QCC, le quartier culturel et créatif de Cotonou, à Zongo, donc au cœur de Cotonou, le centre de développement pluridisciplinaire des arts au niveau de Ouida. Donc nous avons un certain nombre d'équipements importants, un certain nombre de projets qui sont des vaisseaux amiraux qui vont permettre de mieux structurer encore cette dynamique pour l'économie touristique et culturelle dans notre pays. Et pour sa part, le ministre de la Santé a défendu pour 2023 un budget de 125 milliards de francs CFA. Il prévoit entre autres le renforcement des ressources humaines, l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Lors de son grand oral, le ministre Benjamin Ompati a eu droit à une série de préoccupations posées par les députés. Firmin Bassao nous en donne la substance. Les députés ont vraiment apprécié le budget du ministère de la Santé. Ils ont mis l'accent sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la disponibilité des infrastructures sanitaires dans des endroits précis, la mise à disposition de groupes électrogènes pour pallier aux problèmes parfois récurrents du manque de groupes électrogènes dans certaines infrastructures sanitaires. Ils ont également mis l'accent sur la question des dialysés, qui était pour une préoccupation. Nous avons expliqué tout ce que le gouvernement a eu à faire et continue de faire, notamment pour les dialysés. Ils ont mis un accent sur la planification familiale au regard des lois qui ont été votées en 2020 et 2021 par le gouvernement en ce qui concerne la santé de la reproduction. Et nous avons apporté les éléments nécessaires de réponse aux honorables députés et ils sont sortis très satisfaits. Le premier axe sur lequel le gouvernement s'est appuyé pour ce budget 2023 est d'abord le renforcement des ressources humaines. Et ces ressources humaines ne peuvent pas travailler dans des conditions qui ne soient pas adéquates. C'est pour ça que la qualité des infrastructures dans lesquelles ils doivent exercer, avec les équipements qu'il faut pour offrir des soins de qualité, a été priorisée. Je dois dire que là, aujourd'hui, tous les socles qu'il faut pour que nous puissions avoir un système de santé de qualité, avec la mise en place de l'autorité de régulation de la santé et des autres organes qui sont là aujourd'hui, nous permettent vraiment d'avancer en mettant en conjonction aussi bien ces réformes institutionnelles qu'aujourd'hui la concrétisation de ce qu'il faut pour que l'offre des soins de qualité soit une réalité. Eh bien, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le budget passé de 59 à 63 milliards, le ministre Alassane Seydou a décliné les grandes lignes au palais des gouverneurs. Il est ici au micro de Firmin Bassao. Donc une augmentation de 6,18%. Et ce budget va nous permettre de réaliser les infrastructures, notamment les commissariats, de les équiper. Il va nous permettre aussi de recruter les agents de police, de les former, de les positionner sur les différents fronts. Ce budget va aussi nous permettre d'équiper en général la police, surtout en matériel roulant. Et il va permettre aussi au ministère de fonctionner de manière générale. En ce qui concerne les élections, nous allons assurer une bonne couverture de tout le pays pendant la période pré-électorale et jusqu'à la période post-électorale. Les observations qui ont été faites, c'est que les députés pensent que les commissariats ne se réalisent pas de façon rapide. Vous savez, notre gouvernement a l'ambition de réaliser des commissariats dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Nous en avons 546, ce n'est pas facile. Actuellement, nous avons pu installer les commissariats dans plus de 300 arrondissements. Mais les députés pensent qu'il faut aller à une vitesse supérieure. Le gouvernement est dans la dynamique, nous avons réussi à les rassurer compte tenu des projets
qui sont en cours au niveau du ministère. Et je crois que d'ici là, il y aura plus de visibilité dans ce domaine-là. Et on passe à cette remise de chèques aux locataires du marché de Gary qui n'ont pu être logés sur le site provisoire en attendant la reconstruction du marché. Il s'agit des opérateurs économiques dont les installations ont une nature particulière. Le point avec Lénaï Kabouazao et Patrick Imavo. Environ 67 millions de francs CFA pour dédommager ces commerçantes et commerçants affectés par le projet de reconstruction du marché de Gary, un projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les chèques ici remis marquent le couronnement de tout un processus. Et dans le cadre de la construction de ces marchés, le gouvernement a décidé chaque fois de reloger ces opérateurs économiques le temps des constructions. Donc nous avons deux catégories. Il y a certains qu'on a pu reloger dans les marchés provisoires et d'autres qu'on n'a pas pu reloger compte tenu de la nature de leurs activités. Celles que nous avons reçues cet après-midi sont des opérateurs économiques qui disposent de boutiques. Et donc ces boutiques, c'était pas adapté de les reloger sur les marchés que nous avons aménagés. D'où cette décision du gouvernement de les accompagner directement pour qu'elles puissent aller elles-mêmes se louer d'autres boutiques le temps de la construction. C'est la toute première fois au Bénin où lorsqu'on initie, on commence une construction, on se préoccupe de l'activité des personnes affectées pendant toute la période de construction. 18 personnes affectées par le projet bénéficient de cet accompagnement social du gouvernement. Et nous avons des montants qui vont de 1 million à 2 millions 500. Nous avons, compte tenu de la taille des boutiques qui sont affectées, qui sont dans ces cas, qui sont allés jusqu'à 6 millions. Le calcul a été fait pour un dédommagement qui couvre 12 mois de loyer en fonction de ce que ces opérateurs économiques, ces marchands, avaient comme charges locatives. Je suis ému. Le chef de l'État, on ne peut que lui dire merci. Ça nous va droit au cœur. C'est pour la première fois que nous voyons cela au Bénin. La construction du nouveau marché de Gary a démarré. Les travaux vont durer 24 mois. Autre actualité ce soir, Journée mondiale des toilettes édition 2022, le réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement ont organisé des travaux de réflexion à cet effet, notamment sur le thème gestion des eaux usées domestiques et résolution des conflits en milieu professionnel. Génial Afoda Monsiaboka et Rodrigue Blondoumain nous en parlent dans ce sujet. Les femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement célèbrent la Journée mondiale des toilettes. Et pour rester en phase avec la thématique choisie cette année, elles échangent sur la gestion des eaux usées domestiques et la résolution des conflits en milieu professionnel. Le réseau a initié le présent atelier de renforcement des capacités sur la gestion des eaux usées au Bénin, en mettant un accent particulier sur la gestion des bouts de vidange. L'objectif de cet atelier est de permettre aux membres du réseau d'échanger sur la situation actuelle de la gestion des eaux usées au Bénin. Le réseau béninois saisit cette occasion pour outiller ses membres sur la gestion des conflits en milieu professionnel. Plusieurs communications vont meubler cette rencontre. Elle porte entre autres sur la contribution de l'USAID Muniwash dans la gestion des déchets. La présente activité entre dans le cadre de la concrétisation de l'accord de collaboration qui existe entre le réseau béninois des femmes professionnelles pour l'eau et l'assainissement et le projet de l'USAID Muniwash pour mettre en œuvre des actions concourant à une prise en compte du genre dans les programmes d'eau et d'assainissement. Les débats seront suivis d'une descente des membres du réseau sur la station de traitement des bouts de vidange à Abomey-Calavi. Et pour venir en aide aux populations sinistrées, le gouvernement a mis en place le Fonds national de réponse aux catastrophes. Afin de garantir la bonne gestion de ce fonds, les acteurs communaux et départementaux ont eu droit à un atelier de renforcement de capacité. Le point avec Fimé Bassao et Brice Hombo. La planète connaît de plus en plus le dérèglement climatique
due à la pression humaine sur la nature et le Bénin n'est pas épargné des catastrophes liées au phénomène. Qu'elles soient d'origine naturelle ou humaine, les catastrophes sont des phénomènes imprévisibles et irrésistibles. Notre cher et beau pays, le Bénin, est confronté à une vague d'inondations particulièrement sévère au cours de cette année 2022, avec pour conséquence des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Le Fonds national de réponse aux catastrophes institué par un décret présidentiel en 2020 vient comme une solution urgente et appropriée pour soulager les populations. Les rôles et responsabilités dans la mise en œuvre du Fonds 4 doivent être connus par tous les acteurs que vous êtes. C'est ce qui justifie l'organisation de ces formations itinérantes, de renforcement de capacités dans les 12 départements de notre pays et dont le lancement nous réunit ce jour à Porto-Novo dans le département de Lomé. Ça serait la célérité que nous allons observer prochainement au niveau des interventions. Parce que, qui vous souvenez que par le passé, avant que la structure nationale n'intervienne, ça met un peu de temps. Nous, au niveau de la commune de Dango, nous ne pouvons qu'applaudir cela. Parce que ça permet désormais au gouvernement d'être plus proche de nous et de s'imprégner de la réalité, des difficultés que nous vivons pendant cette période. Les ressources sont déjà disponibles sur le compte des communes concernées. Et puis on parle de cette rencontre publique sur la coopération décentralisée à la mairie de Ouidah. Les membres de l'association des communes de l'Atlantique et du littoral et de l'association nationale des municipalités italiennes se sont retrouvés ce jeudi pour faire le bilan de leur partenariat. Ils ont à l'occasion échangé avec les élus communaux Ariane Da Silva et Patrick Imavo nous en disent davantage. Bientôt 3 ans d'amitié entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes Piemonte. Une période au cours de laquelle les deux associations ont fait connaissance et ont tissé des liens de coopération. On a déjà fait de belles choses et voilà, il y a tout le potentiel pour continuer. Du potentiel pour continuer, mais avant, les deux associations ont exploité leur potentiel dans la mise en œuvre de certains projets de développement. Un des résultats concrets est la mise en œuvre du projet dénommé Promotion de l'agroécologique dans la commune de Ouidah. Il y a exactement 7 mois, nous avions signé un protocole d'accord pour le financement d'un projet qui devrait contribuer fortement au développement de la ville de Ouidah. Pour davantage renforcer ce partenariat entre les communes italiennes et béninoises, l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral est consciente de son rôle. Consolider les axes de coopération déjà existants, mais aussi à créer d'autres partenariats pouvant nous permettre de mobiliser des ressources en réponse aux besoins de nos mandants. La coopération décentralisée, désormais, est un véritable tremplin pour un bond quantitatif en termes de développement durable. À cette rencontre publique, des doléances ont été formulées. Nous souhaitons que ce partenariat dure le plus longtemps possible et que les futures décisions et opportunités puissent en sortir pour les populations. Et notre objectif, c'est d'apporter au Bénin d'autres communes piémontaises avec qui on peut faire de liaisons sur des thèmes d'intérêt commun. Cette rencontre publique est le fruit de la convention cadre de coopération décentralisée qui existe entre l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des municipalités italiennes Piemonte. Voyons à présent ce renforcement de capacité. L'UNICEF, en partenariat avec l'association Sachet et Loué, organise une séance de sensibilisation des enfants à leurs droits à un environnement sain, et ce, en prélude à la Journée internationale des droits de l'enfance. Génial Afoda Monsiaboka et Jean Nobimet nous en parlent dans ce reportage. À l'image de la COP27 en cours en Égypte, il est ici question de l'environnement. Seule nuance, les participants qui ne sont autres que des enfants. Il s'agit d'une causerie organisée en prélude à la Journée mondiale des droits de l'enfance. L'objectif est de les sensibiliser à leurs droits à un environnement sain. Comme chaque année, nous réunissons les enfants de plusieurs écoles pour les sensibiliser sur leurs droits, pour qu'ils savent qu'ils ont droit
à vivre dans un environnement propre et sain. Et comme l'environnement fait partie de ce qui leur donnera de la santé et qui les permettra à grandir dans un bon environnement, nous essayons d'organiser une série d'activités. Donc toute cette semaine, nous avons eu plusieurs activités. Donc on a entendu parler des sachets plastiques, de la protection des forêts, de la gestion des déchets. Et ce qui est important, cette année, le thème de cette célébration est autour de l'égalité et l'inclusion. Et quand on parle d'égalité et d'inclusion, c'est aussi que chaque enfant, chaque personne, mais chaque enfant en particulier, ait le droit égal et inclusif à un environnement sain, de pouvoir vivre dans un environnement où la nature est protégée. Comme chaque année, un leader est convié à cette séance pour répondre aux préoccupations des enfants dans le domaine de l'environnement. Et pour cette édition, c'est Didier Tonato qui se prête à l'exercice. Nous ne pourrons pas, en tant que ministère, nous impliquer dans chaque école, dans chaque projet. Nous ne pouvons pas être partout à la fois. Mais nous avons des partenaires. Nous avons des partenaires ONG qui portent plusieurs projets avec nous dans le milieu scolaire, mais pas seulement dans le milieu scolaire. La Journée internationale des droits de l'enfance est célébrée chaque 20 novembre. Elle est l'occasion de valoriser les actions éducatives menées avec les acteurs de l'enfant tout au long de l'année. Direction Djebra, en Tunisie, où la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talatazimé, prend part dès ce samedi au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Les travaux se déroulent à Djebra, en Tunisie, avec la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Plus de précisions avec Jérôme Mongbo. Mariam Chabi Talata, la vice-présidente de la République, est à Djerba, en Tunisie. Accompagnée de Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et de l'ambassadeur du Bénin près le Maroc, elle prend part au 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Djerba est une ville carrefour des influences culturelles du monde, d'un pays, la Tunisie, dont le père de la nation, Habib Bourguiba, est cofondateur de l'OIF. La tenue de ce sommet aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif, continu, avec une volonté ferme, non de l'organiser dans les meilleures conditions seulement, mais pour le faire réussir, pour arriver à des résultats tangibles et effectifs. Malgré tous les obstacles et tous les bouleversements, la Tunisie a honoré ses engagements parce que c'est dans ses traditions de respecter tout ce qu'elle s'est engagée à réaliser. Dans ses propos liminaires, la secrétaire générale de l'OIF se dit confiante d'aller vers une francophonie renouvelée où tous les gouvernements ayant en partage l'usage du français compte. Fidèle au nouveau cadre stratégique 2023-2030, décliné en 3 principaux objectifs. Tout d'abord, l'action pour nos citoyens, qui reposera sur quelques grands projets phares à fort impact, un nombre limité de thématiques, langue française, éducation, développement durable, francophonie économique et numérique. J'aurai l'occasion d'y revenir lors de la présentation de mon rapport d'activité dans un instant. Deuxièmement, l'influence comme deuxième objectif. Dans notre monde fracturé, la francophonie doit demeurer en trait d'union, un forum privilégié d'écoute, d'échange, de dialogue, constamment en alerte pour éviter que les tensions ne dégénèrent en conflit. Troisièmement, l'attractivité constitue notre objectif majeur. La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. C'est le thème de ce 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Une occasion pour revenir sur le chemin parcouru depuis plus de 50 ans. Les travaux de cette rencontre durent 2 jours. Eh bien, Djerba qui marquera cette nouvelle dynamique qui sera insufflée à la promotion du numérique.
Et on passe à ce concours international organisé depuis 8 ans par les services spatiaux français. Le hackathon Act Space permet à des jeunes développeurs de créer des applications et des solutions numériques en lien avec l'aéronautique et l'espace. Le Bénin est en lice cette année avec une phase de sélection organisée à Semes City. Nicanor Kovi et Ramatoula Wani nous en parlent. Ils ont tout de geek, mais ces jeunes sont surtout et avant tout des passionnés de codage informatique. Au hackathon Act Space 2022, ils viennent s'attaquer à l'espace. Le but principal du dit hackathon est de promouvoir l'utilisation des technologies des données, des services spatiaux au bénéfice des personnes et de la planète. Et de façon spécifique, il s'agira de démontrer que l'espace est un vecteur d'innovation pour l'emploi et le développement économique. Nous avons été associés à l'organisation de plusieurs hackathons, mais jamais nous avons entendu parler d'un hackathon Act Space utilisant des technologies spatiales. Et c'est en cela que le message de Madame la ministre est d'encourager effectivement le comité d'organisation à ce que cette initiative soit pérennisée. Cette première phase n'est qu'un tamis visant à choisir les représentants béninois à l'étape cannoise de février 2023. Mais MTN Bénin est déjà là, présente en partenaire pour accompagner l'innovation et l'intelligence béninoise. Nous avons pu mettre à la disposition des différents participants de la collectivité et nous espérons vraiment que les gagnants ou le gagnant ou l'équipe gagnante de cette édition pourra fièrement représenter le Bénin et cela ne fait que contribuer encore une fois au progrès de notre pays. Créé en 2014, c'est seulement à cette édition 2022 que le hackathon Act Space ouvre ses portes au Bénin. Avec comme cheville ouvrière sur place l'Organisation africaine pour l'aéronautique et l'espace, l'AASO. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Rebecca Kinjan-Oudé à 23h30 pour l'édition de nuit. Bon week-end à tous et à toutes.